Les rébellions 1837 à 1838. Un groupe de Canadiens français, les Patriotes, prend les armes contre l'autorité britannique pour obtenir l'indépendance du Bas-Canada, entre parenthèses le Québec. Ils vont utiliser la force. Après les rébellions, Londres va envoyer un enquêteur qui s'appelle Lord Durham pour comprendre la cause de ceci. Il va revenir avec un rapport qui va recommander d'unir les deux territoires pour mettre en minorité les francophones, unir les deux chambres d'assemblée, assimiler les Canadiens français à la culture anglaise et donner la responsabilité ministérielle. Une nouvelle constitution va unir les deux colonies en 1840 et celle-ci va se nommer l'Acte d'Union. On abandonne les termes de Bas-Canada et Haut-Canada et on le remplace par Canada-Est et Canada-Ouest. Agacée d'avoir peu de pouvoir, la Chambre d'Assemblée du Canada demande des changements. Des anglophones et des francophones vont s'associer pour y arriver. Les réformes. Les chefs Baldwin et Lafontaine, qui représentent les partis réformistes du Bas et du Haut-Canada, vont s'unir pour mettre de la pression sur le gouvernement de Londres et obtenir des changements. Les résultats vont arriver en 1848. Le gouvernement responsable. En 1848, le gouverneur Lord Elgin accepte finalement la demande et donne la responsabilité ministérielle. Le gouvernement formé selon la volonté de la population sera responsable du conseil exécutif. Certains anglophones seront furieux de donner du pouvoir aux francophones et vont mettre le feu au Parlement de Montréal en 1849 pour montrer leur mécontentement. De 1854 à 1864, il y aura 10 gouvernements en 10 ans. Ceci crée une instabilité ministérielle qui empêche la colonie de se développer pendant une longue période. Avant les années 1840, Londres favorise grandement ses colonies pour les importations et les exportations. Cette politique économique se nomme le protectionnisme. Londres évite de commercer avec les pays ennemis. Cependant, dans les années 1840, la métropole va appliquer une nouvelle politique économique qui sera le libre-échange. Fin du protectionnisme. Les économistes anglais réalisent que le libre-échange sera plus avantageux que le protectionnisme pour les Anglais. Elle va donc changer sa politique économique. Londres adopte le libre-échange. Elle favorise les échanges avec tous les pays. Pour le Canada uni, le libre-échange de Londres rend le commerce avec la métropole plus difficile. Le Canada doit donc trouver un nouveau partenaire économique, ce qui nous ramène à la traité de réciprocité. Pour éviter que notre économie tombe en ruine, on signe le traité de réciprocité avec les États-Unis. Le traité fait en sorte d'abolir certaines taxes entre les deux pays pour favoriser les échanges. Pour stimuler l'économie et faciliter le transport des marchandises, on se lance dans de grands projets comme la canalisation du fleuve Saint-Laurent, le transport maritime par la suite, et il y aura la construction de milliers de kilomètres de chemins de fer. La première phase d'industrialisation au Canada est en 1850. C'est l'arrivée de la mécanisation et des changements majeurs dans l'agriculture, la fabrication industrielle, la production et les transports. Ces changements ont des conséquences énormes et durables sur la société. La naissance du Canada. Les colonies sur le territoire éprouvent plusieurs problèmes communs. En se regroupant, ils pensent qu'il sera plus facile de les résoudre. Les problèmes économiques sont 1. L'Angleterre retire tranquillement son support économique à la colonie, fin des tarifs préférentiels. 2. Le traité économique de réciprocité avec les États-Unis d'Amérique se termine et il ne sera pas renouvelé. 3. On veut créer un marché intérieur entre les colonies et construire un chemin de fer. Les problèmes politiques sont 4. On espère refaire la Constitution pour régler le problème de l'instabilité ministérielle dans la colonie du Canada uni. 5. Pouvoir lutter contre les Américains qui veulent tranquillement prendre le territoire des colonies. La Grande Coalition. En 1864, 3 grands partis du Canada uni choisissent de se réunir pour débuter les démarches du regroupement des colonies. 3 rencontres sont le premier en septembre 1864 à Charlottetown avec Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et île du Prince-Édouard. La deuxième en octobre 1864 à Québec et le troisième le 1er juillet à 1867 en Londres. On s'entendra pour former une union fédérale centralisée, c'est-à-dire des gouvernements dans chaque province et gouvernement central. La Constitution se nommera l'Acte de l'Amérique du Nord britannique dont l'AANB. Le Dominion du Canada. Techniquement, nous ne serons pas un nouveau pays, mais un Dominion. Nous sommes autonomes sur notre territoire, mais pour le reste, l'Angleterre garde le contrôle. Dans la nouvelle Constitution, on divise les pouvoirs selon les 2 paliers du gouvernement, dont les compétences fédérales comme l'armée, les affaires indiennes, le pouvoir monnaie et les banques, le droit criminel, etc. Et les compétences provinciales, dont l'éducation, la santé, transport, services sociaux, etc. En 1869, le Canada achète un immense territoire dans l'Ouest canadien à la Compagnie de la baie d'Hudson dans l'espoir de le peupler. Le problème est que le gouvernement du Canada découpe le territoire sans tenir compte de la population existante. Les Métis. Ils sont généralement de la langue française et de religion catholique. La résistance. Une résistance va s'organiser chez les Métis. Il y aura la création d'un gouvernement provincial. Un jeune avocat sera nommé comme le chef de la résistance, Louis Riel.
Pour calmer la grogne, le Canada va créer la province du Manitoba en 1870. Il va reconnaître leur langue, le français, leur religion et surtout leur territoire. Pour avoir été considéré comme le chef de la révolte, Louis Riel sera plus tard jugé et pendu par le gouvernement du Canada en 1885. Dans les années 1850, Londres réserve des territoires pour les Indiens et leur accorde une compensation financière pour s'être appropriés. Le territoire Londres tente de les sédentariser et de les assimiler à la culture européenne. On met en place la loi sur les Indiens qui concerne 3 grandes mesures. La création officielle des réserves, la création des pensionnats et ils sont considérés comme des mineurs. Entre les années 1840 et 1896, plus d'1 million d'immigrants viendront du Canada. Ces immigrants seront composés d'Anglais, d'Écossais et surtout d'Irlandais. Ils fuient la Grande Famine et les conditions difficiles de l'Europe. La politique nationale 1870. En 1870, la planète connaît une période de ralentissement économique mondial. Entre 1873 et 1896, la crise bancaire de mai 1873 débute en Autriche avec la faillite de centaines de banques. Peu de temps après, la crise se propage en Amérique. La crise économique de 1873. Le Canada connaît sa première crise économique majeure. Pour relancer l'économie et trouver des emplois à la population, le premier ministre John A. Macdonald met en place la politique nationale, ce qui consiste de taxer les produits qui entrent au Canada pour accumuler de l'argent. Avec l'argent, on va créer des emplois par la construction d'un train vers l'ouest. Et 3. Peupler l'ouest et développer l'économie, donc l'immigration. L'Église joue toujours un rôle important dans l'éducation des francophones, les hôpitaux, le gouvernement et les services sociaux. Rôle des femmes. Les femmes n'ont pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, acheter une maison et voter aux élections. Nationalisme de survivance. Les églises, pour sauver les catholiques de la mauvaise influence sur des villes, ils suggèrent un retour à la campagne. Elles souhaitent que les gens colonisent de nouvelles régions, ainsi l'Église veut protéger les valeurs traditionnelles de la famille et éviter que les gens déménagent en ville. Elle utilise le terme de nationalité de survivance. L'ultramontanisme, c'est l'Église est supérieure à l'État. Et l'anticléricalisme, c'est l'Église a trop de pouvoir, surtout au gouvernement. Vers la fin des années 1800, les gens quittent la campagne auront 3 choix pour se retrouver une nouvelle vie. 1. Trouver du travail à la ville de Montréal ou Québec. 2. Changer de pays et trouver du travail aux États-Unis. Et 3. Se reconstruire une ferme dans la nouvelle région du Québec, Laurentide. L'industrie laitière et l'industrie forestière. L'industrie forestière dans les années 1840 représente des milliers d'emplois. Le bois d'œuvre constitue environ 40% de toutes les exportations des colonies britanniques d'Amérique du Nord. On parle de la région de l'Outaouais et du Saguenay. Module 2. L'Empire britannique 1900. Au début des années 1900, l'Empire britannique est à son apogée. Elle possède des colonies partout sur la planète. Elle applique une politique impérialiste, c'est-à-dire qu'elle impose une domination économique et culturelle. En tant que Dominion, le Canada fait partie de l'Empire britannique. Le gouvernement canadien va soutenir militairement l'Angleterre pendant la guerre des Boers en 1899. Honoré Mercier, premier ministre du Québec 1887 à 1891, sera un grand défenseur de la nation canadienne-française, l'Église étant son influence. Avec l'arrivée des usines dans les villes, l'Église y voit une opportunité de s'agrandir et de se rapprocher de ses fidèles. Elle crée le premier regroupement des syndicats catholiques en 1921. Pour répondre à la menace du progrès et des villes, le prêtre Lionel Groulx met en place la théorie du clérico-nationalisme. Cette théorie suit la logique du nationalisme de survivance où l'Église mettra de l'avant la culture francophone, la religion catholique et les valeurs traditionnelles. On voit une certaine laïcisation pour l'éducation supérieure. En 1880, le gouvernement crée le ministère des Affaires indiennes. C'est ce ministère qui appliquera l'acte des sauvages de 1876 qui deviendra plus tard la loi sur les Indiens. Il devient illégal d'engager un avocat et d'amasser des fonds pour leurs revendications territoriales, de pratiquer les cérémonies traditionnelles et d'avoir des dirigeants traditionnels autochtones. La deuxième phase d'industrialisation est en 1900. L'énergie est plus hydroélectrique. En 1900, on voit la création des coopératives Desjardins qui se spécialisent dans les prêts agricoles pour les francophones qui vivent en campagne. Son fondateur est Alphonse Desjardins. La Première Guerre mondiale est en 1914. Le premier ministre canadien Robert Borden va imposer la loi des mesures de guerre en 1914. La loi fait en sorte que le gouvernement peut censurer l'information, faire des arrestations sans motif, contrôler le commerce et confisquer le matériel. Le gouvernement du Canada va chercher des moyens pour financer la production militaire. Il met en place en 1919 des mesures fiscales pour trouver de l'argent. C'est la naissance de l'impôt au Canada. Il y aura aussi une mise en place des obligations de la victoire. Les Canadiens peuvent acheter ces obligations et récupérer leur investissement 5 ans plus tard avec un intérêt de 5,5%.
Les femmes peuvent aussi s'enrôler dans l'armée comme infirmières à la place d'être seulement en usine et ceci crée un groupe de femmes nommé les suffragettes qui vont militer pour le droit de vote pour les femmes. Elles vont obtenir ce droit de vote fédéral en 1918. La fin de la guerre est signée le 11 novembre 1918. En connaissance de l'effort de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre officialise l'indépendance du Canada pour le statut de Westminster en 1931. Les années folles en 1920, c'est l'optimisme et le bonheur. Elle comporte l'urbanisation, la culture et le divertissement et la lutte des femmes. Crise économique de 1929. C'est le crash boursier de 1929. Les gens perdent leur investissement. Ils sont désormais incapables de rembourser les banques. Tour à tour, les banques font faillite. Les conséquences du crash. Les gens qui ont investi à la bourse sont ruinés. Incapables de récupérer leur argent, les banques font faillite une après l'autre. Les gens perdent leur emploi. On estime que 30% de la population va perdre leur emploi. De nos jours, un taux de chômage naturel est de 5 à 6%. Les mesures sociales. Devant une crise d'une telle ampleur, le gouvernement de Robert Borden Bennett doit intervenir. Il mettrait en place certaines mesures comme les soupes populaires, les camps de travailleurs, les grands travaux, une allocation familiale et une allocation de perte chômeur. Échec du capitalisme. La crise de 1929 laisse croire à certaines personnes que le capitalisme n'est pas le bon moyen pour garder la population dans la richesse et le bonheur. On voit l'apparition de nouvelles idées sur la planète comme le communisme, ce qui est le régime totalitaire où tout appartient à l'État. Le gouvernement contrôle tous les aspects de la société. Le socialisme. L'État peut nationaliser certains secteurs de l'économie, redistribuer la richesse et mettre en place des programmes sociaux dans le but d'aider la population. Le fascisme. Système politique dans lequel on associe le populisme, le totalitarisme et le nationalisme autour d'un idéal collectif supérieur. Le keynesianisme. Le gouvernement alterne les irrégularités des cycles économiques par des programmes d'investissement massifs et un allègement de fiscalité. La Deuxième Guerre mondiale 1939. Suite à l'arrivée du parti nazi au pouvoir en Allemagne, les choses se bousculent. Adolf Hitler refuse de reconnaître le traité de Versailles en 1919. Il recommence le réarmement de son pays. En septembre 1939, il envahit la Pologne. La France et l'Angleterre décident d'entrer en guerre contre l'Allemagne. La participation du Canada. Le 3 septembre 1939, le premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King, convoque l'Assemblée législative pour demander que le Canada joigne les Alliés. Dans sa demande au Parlement, on mentionne que seuls les gens volontaires partiront à la guerre. Encore une fois, comme pour la Première Guerre mondiale, peu de gens vont se relayer dans l'armée. Le premier ministre va devoir revenir sur sa promesse et obliger les gens à aller à la guerre, donc la conscription. Les femmes obtiennent leur droit de vote au Québec le 25 avril 1940. L'URSS devient les nouveaux maîtres du monde. Chacun veut imposer son idéologie, le capitalisme pour les États-Unis et le communisme pour l'URSS. Maurice Duplessis est le premier ministre du Québec de 1944 à 1954. Surnommé le chef, il accepte peu l'intervention des étrangers dans sa gestion, retour de la religion et du repli des Canadiens français sur eux-mêmes. Les historiens qualifient cette période de grande noirceur. Dans le but de démonter son autonomie et pouvoir garder le contrôle de ses programmes sociaux, Maurice va mettre en place 2 mesures. 1. En 1948, il adopte le drapeau officiel du Québec, celui avec les fleurs de lys. En 1945, il fait voter la loi sur les impôts provinciaux sur le revenu. Libéralisme économique. On préfère attirer les compagnies pour qu'elles puissent créer des emplois. Maurice Duplessis donne donc beaucoup de liberté aux entreprises américaines, peu de taxes et peu de réglementation. Les Américains s'intéressent principalement aux régions minières. C'est le retour en force de la religion catholique. Homme très croyant, Maurice va donner plus de pouvoir à l'Église. Elle va s'occuper en grande partie des écoles, des programmes sociaux et des hôpitaux. Donner une partie des tâches à l'Église évite aussi de dépenser l'argent du gouvernement. L'Église va mettre en place ces mesures. Mécanisation des fermes laitières, électrification de la campagne et subventions nombreuses aux agricoles. Une partie de la population pense que la religion et le gouvernement ne vont pas ensemble. Elle pense aussi que le Québec devrait se prendre en main et développer sa propre culture et sa propre économie. Elle juge que le Québec va dans la mauvaise direction. 15 ans de pouvoir. C'est un long règne pour le premier ministre du Québec. Son secret pour être resté si longtemps est d'avoir triché aux élections. Techniques utilisées, perte de bulletins de vote, intimidation lors des journées de vote, achat de vote et des promesses douteuses. Maurice Duplessis mourra le 7 septembre 1959 d'une paralysie cérébrale, marquant ainsi la fin d'une époque. La loi de 1969 a pour but de faire du Canada un pays officiellement bilingue. La société après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'apparition de la banlieue. Une maison pour chaque famille dans un quartier paisible pour élever sa famille sans être trop loin de la grande ville. C'est la naissance de Laval et ses alentours, le baby-boom. La période d'après-guerre donne espoir de vivre dans un mode de paix et de prospérité. Les jeunes se mettent en couple rapidement. Cette période amène un phénomène que l'on appelle le baby-boom. Le taux de natalité à cette époque atteint 3,7 enfants par femme. Société de consommation.
entreprises investissent aussi dans les médias tels que la radio et la télévision, ce qui va amener une nouvelle forme de publicité. L'immigration. Suite à la guerre, plusieurs Européens prennent la décision de quitter le pays. Au Canada, auparavant, la majorité des immigrants provenaient des îles britanniques. Phénomène nouveau, le Canada va accueillir de plus en plus de gens d'autres pays comme l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, Pays-Bas et de l'Europe du Sud comme le Portugal, l'Italie et la Grèce. Révolution tranquille. Les élections. À l'inverse de Maurice Duplessis, Jean Lesage veut que le gouvernement intervienne dans la vie des gens et dans l'économie. Le concept d'État-providence qui est là pour aider sa population à vivre mieux. Réforme et le début de la laïcisation du système. Éducation. Le niveau de scolarisation est catastrophique au Québec. On met en outre en place le ministère de l'Éducation, la fréquentation obligatoire de l'école jusqu'à 15 ans et la création des polyvalentes et des cégeps. La santé. 57% des Québécois n'avaient pas d'assurance maladie en 1960. Pour régler ce problème, on vote la loi sur l'assurance hospitalisation. Cette loi pour tous est la loi qui encadre des soins de qualité à tous. Mesures sociales. Pour aider sa population vulnérable et incapable de travailler, le gouvernement provincial choisit de mettre en place la loi sur l'aide sociale. Cette loi permet aux gens dans le besoin d'obtenir des présentations de 887 en 2022 à chaque mois. Le gouvernement provincial achète les barrages hydroélectriques privés et les regroupe sous une nouvelle société d'État, l'Hydro-Québec. Mise en place de sociétés pour soutenir l'économie d'ici et les gens qui veulent la développer. La création des sociétés d'État, c'est Société générale de financement, aujourd'hui Investissement Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec et Association d'exploration minière. Révolution tranquille, partie 2. C'est la place des femmes. Les universités ouvrent leurs portes aux femmes qui s'y inscrivent de plus en plus. En 1961, une première femme est élue à l'Assemblée, Marie-Claire Kirkland Casgrain. Modification du statut juridique en 1964 qui abolit l'obligation du devoir d'obéissance de la femme envers son mari. La fonction publique. À l'exception de certains corps de métier comme les policiers et les pompiers, les employés dans la fonction publique obtiennent le droit de faire la grève en 1964. Expo 67 et Jeux olympiques de 1976. L'héritage de l'Expo 67 et des Jeux olympiques de 1976. Métro Montréal, Stade Saputo, Stade olympique, Biodôme, Centre Claude Robillard, Biosphère. Protection de la langue. Le gouvernement va créer le ministère de l'Immigration du Québec, les classes d'accueil de francisation, la loi sur la promotion de la langue française dans les écoles francophones. La montée du nationalisme québécois. Le développement du nationalisme québécois se caractérise par l'importance donnée au respect des champs de compétences provinciales, l'autonomie du Québec, la sauvegarde de la langue française au Québec et l'affirmation du caractère distinct de la société québécoise. Situation socio-économique des francophones en 1965. 1. Les francophones avaient un revenu 35% inférieur à celui des anglophones. 83% des administrateurs et des cadres patrons sont des anglophones. À instruction égale, les francophones gagnent moins que tous les autres groupes linguistiques. La FLQ croit que le Québec doit se débarrasser de l'oppresseur anglophone et du capitalisme par la lutte armée. La crise d'octobre de 1970. Le 5 octobre 1970, la FLQ enlève un diplomate britannique, James Cross, et un ministre du gouvernement, Pierre Laporte. Le 8 octobre, la FLQ fait lire un manifeste série de demandes à la télévision de Radio-Canada. Les grands travaux de Robert Bourassa, 1970 à 1976. La création du complexe de la baie James, 8 centrales hydroélectriques sont construites en 2 phases. C'est la création de 125 000 emplois et un développement de 350 000 km². En 1969, la loi 63 stipule que les enfants recevant leur enseignement en anglais doivent avoir une connaissance d'usage de la langue française. 1974, loi 22. Cette loi fait du français sa langue officielle du Québec. La langue d'enseignement est le français, sauf dans les commissions scolaires anglophones. Les enfants qui démontrent une connaissance suffisante de l'anglais peuvent étudier dans les écoles anglophones. En 1977, la loi 101. La Charte de la langue française va confirmer le français comme étant la langue officielle de l'État et les tribunaux au Québec. Des règles viendront encadrer l'affichage publicitaire ainsi que le travail dans les grandes entreprises. Les immigrants auront maintenant l'obligation d'aller à l'école en français.